On continue avec les structures arborescentes et on aborde maintenant les arbres binaires de recherche. Alors, les arbres binaires de recherche, c'est un cas particulier d'arbres binaires. Ils ont donc la particularité, en fait, le fait qu'ils vérifient cette propriété. La propriété, c'est quoi? C'est en fait les clés ou la clé d'un nœud, de chaque nœud de l'arbre, est toujours inférieure ou égale aux clés des nœuds des sous-arbres, du sous-arbre gauche, de son sous-arbre gauche. Et les clés du sous-arbre droit lui sont toujours supérieures. Voilà. Les clés de tous les nœuds du sous-arbre gauche d'un nœud X sont inférieures ou égales à la clé de X en fait. Et les clés de tous les nœuds du sous-arbre droit d'un nœud X lui sont supérieures. Alors pourquoi cette particularité? Pourquoi ce type d'arbre binaire? Alors imaginez un arbre binaire ici. Je voudrais par exemple chercher la clé H. Alors la clé H, je vais emprunter par exemple le chemin ici et je continue toujours en empruntant ce chemin-là, gauche par exemple, ensuite je vais là par la droite, je continue ici, je tombe sur H. Et là, comme par hasard, j'ai été jusqu'à à l'extrémité de l'arbre. Donc j'ai juste emprunté une seule branche de l'arbre ici, par chance. Mais c'est pas souvent le cas, hein. Par exemple, là, je peux chercher une clé F ici. Et donc, pour chercher la clé F, au hasard, j'avance de ce côté-là. Il faut que j'avance partout, en fait, presque partout, hein, pour trouver cette clé F. En général, je peux tester, je dois, si vous voulez, au pire cas, tester tous les nœuds de l'arbre s'ils lui sont égaux. Et donc, je vais faire un parcours à N étapes. En fait, ce n'est plus à H étapes, ce n'est pas relatif ou ne dépend pas de la, plutôt, ce n'est pas en fonction de la hauteur de l'arbre, mais plutôt en fonction du nombre de nœuds de l'arbre. Là, si j'ai N nœuds, je vais tester pratiquement les N nœuds, hein, au pire des cas. Donc, ça serait une complexité de N. Maintenant, si je peux organiser autrement mon arbre, hein, de façon à faire que ma recherche ait une complexité, par exemple, logarithmique, comme celle de la méthode de dichotomie, peut-être que je vais réussir à le faire. Maintenant, si j'organise l'arbre, par exemple, de cette manière-là, hein, c'est-à-dire de façon à ce que n'importe quel nœud que je prendrai, tous les nœuds du sous-arbre gauche, donc leurs clés lui seront inférieures, et les clés de tous les nœuds de son sous-arbre droit lui seront supérieures. Là, pour faire une recherche d'une valeur ou d'une clé, là, je ne vais emprunter qu'une branche de l'arbre. Et c'est ça ce serait donc l'idéal en fait. C'est-à-dire, c'est pour juste parcourir une seule branche de l'arbre. Et donc là, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour la recherche? On est en train de couper l'arbre en général en deux parties. C'est juste prendre une partie pour chercher. Donc, c'est façon dichotomie. Alors, là, pour chercher par exemple 28, je vais aller du côté de 30 et voir ce qui est, puisque 28 lui est inférieur, alors j'avance sur le côté gauche, le côté des valeurs inférieures. Donc, je vais tomber sur 20. 20, bon, 28 lui est supérieur, donc je vais aller vers le côté des clés qui lui sont supérieures, qui sont supérieures à 20. Ensuite, je tombe sur 25. Quand 28 est supérieur à 25, je continue sur le côté droit, donc, de façon à tomber sur 28. Et là, j'aurai parcouru juste une branche de l'arbre. Donc, j'aurai fait un parcours où on va dire, j'aurais fait H étapes pour arriver à 28. Au pire, j'aurais fait H étapes. Au pire. Maintenant, si par exemple, je voudrais par exemple chercher aussi 40, on va dire, bon, pas obligé que ce soit 40, 31 par exemple, là je vais démarrer à partir de 30,
Comme 41, lui est, ou plutôt 31, lui est supérieur, donc je vais aller sur le côté droit. Je vais trouver 35. 35, lui est supérieur, donc je vais aller vers le côté des valeurs ou des clés inférieures. Et je vais trouver donc 31. J'aurai juste parcouru, pas une branche ici, hein, juste deux niveaux là. Donc là, quand je dis au pire, c'est la hauteur de l'arbre, c'est quand la clé que je cherche est à l'extrémité de l'arbre ou la clé que je cherche n'existe pas en fait. Mais si elle est bien avant, j'aurais fait un parcours inférieur à H en fait. J'aurais fait moins que H étapes. Donc je ferai au pire des cas H étapes si la clé se trouve à l'extrémité de l'arbre. C'est une feuille. Hein? Et au pire, si la clé n'existe pas. Donc dans le pire des cas, j'aurais fait un parcours de H étapes. Donc la complexité de ma recherche sera en haut de H, hein, en fonction de la profondeur de l'arbre. Maintenant, ce qu'ils ont comme particularité ces arbres binaires de recherche, d'où le nom, hein, c'est que quand on fait un parcours infixé de ce genre d'arbre, on obtient une liste triée. Voilà, c'est ça la particularité des ABR. Maintenant, le parcours infixé de l'arbre, je vous rappelle que c'est gauche racine droite, donc c'est la racine qui est traitée au bon milieu, au milieu. Donc prenons cet arbre-là, par exemple. Alors, si je voudrais faire un parcours infixé en ordre de cet arbre, donc je démarre à partir de 30, je ne prends pas 30 parce que c'est la racine, je vais vers 20, je ne prends pas 20, donc je vais prendre 17. 17, la racine au bon milieu, donc ça serait 20 après. Ensuite, 25, je ne le prends pas, je vais prendre 23. Donc, je suis sur 17, 20, 23. Ensuite, 25. Je vais donc vers 28. La racine après le gauche, donc c'est 30. Ensuite, 35, je ne le prends pas, je vais prendre 31. Parce qu'il n'y a pas de gauche, donc je prends 31. 31, ensuite, je prends 34. Après cela, c'est 35 qui sera prise. Et en fin de compte, c'est 40 hein, qui arrive en dernier. Et là, vous voyez que quand j'ai récupéré les clés que j'ai parcourues, hein, je trouve que j'ai, hein, remarque qu'il y a une liste. Là, on est devant une liste qui est bel et bien triée. Hein, c'est une liste triée. Et c'est ça ce qui distingue un ABR par rapport à un arbre binaire tout court. Hein. Alors, le min. Si je voudrais chercher le minimum dans l'arbre, je n'ai qu'à prendre le chemin le plus à gauche, enfin la branche, à chaque fois me diriger vers le fils gauche. Et à chaque fois, le fils gauche, non, parce que tout ce qui est inférieur, il est sur le côté gauche d'un nœud. Alors, en commençant à partir de 30, si je veux chercher le minimum, j'avance vers 20 jusqu'à ce que je rencontre un nœud qui n'a plus, c'est une feuille en fait, qui n'a plus de fils gauche. Alors, ce nœud qui n'a plus de fils gauche, c'est lui le minimum. Pareil pour le maximum. Si je voudrais chercher le maximum, alors je prends le côté droit. Hein, c'est là où il y a les valeurs qui sont plus grandes. Et je descends jusqu'à ce que je rencontre le premier nœud qui n'a plus de fils droit. En fait. Celui qui n'a plus de fils droit. Et donc, c'est forcément le maximum. Donc, c'est forcément le maximum. Alors, très simple. Hein? Alors, si on veut programmer ça, alors le code pour le minimum, ça serait juste démarrer à partir de la racine. Alors, et tant que je suis plus sur un nœud qui est, en fait, tant que je suis sur l'extrémité hein, de l'arbre, là, je vais emprunter à chaque fois le chemin du fils gauche, le fils gauche à chaque fois, jusqu'à ce que je trouve que je suis sur un nœud, je tombe sur un nœud qui n'a plus de fils gauche, et donc le minimum, ça sera ce nœud. Donc, je retourne cette valeur qui me donne le minimum. Voilà, ce nœud qui a la clé minimale, on va dire. D'accord? Autrement, je continue à avancer sur le côté gauche. D'accord? Voilà. Et pour le maximum, c'est pareil. Hein.
Alors, je démarre à partir de la racine en me dirigeant toujours vers le sous-arbre droit. Et une fois que je tombe sur un nœud qui n'a plus de fils droit, alors je retourne donc ce nœud-là. Voilà. Si on veut hein, la version donc par exemple itérative, alors je démarre à partir de la racine. J'utilise un pointeur précédent pour garder à chaque fois là où j'étais avant, parce qu'en fait, je vais avancer jusqu'à ce que je sors de... Je dépasse la fin de la branche, c'est-à-dire je dépasse la feuille en fait de la branche gauche pour le minimum ou la branche droite pour le maximum. Donc, à chaque fois, je dois sauver là où j'étais avant. Alors, quand j'arrive à la fin, c'est-à-dire j'ai le pointeur courant ou le nœud courant qui est à nul, ça veut dire que j'ai dépassé, hein, je suis sortie de l'arbre en fait. Mais j'aurais toujours gardé le précédent, d'accord, la valeur d'avant du pointeur courant en fait, du nœud courant. Alors là, ça serait donc ça que je retournerai en fait, c'est-à-dire c'est le dernier nœud qui n'a plus de fils droit ici dans le cas du maxima. C'est le dernier nœud avant que je dépasse la branche. Voilà. Et pareil hein, pour le fils gauche, hein, c'est le même traitement. Hein, alors, notion de prédécesseur et de successeur. Alors, le prédécesseur d'un nœud X est le nœud possédant la plus grande clé inférieure à la clé de X. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que là, si je veux chercher le prédécesseur c'est le nœud qui a la plus grande clé inférieure à un nœud X. Par exemple, si je cherche le prédécesseur de 30, je dois aller, parce que le prédécesseur, il doit avoir une clé inférieure à 30, donc il est sur le côté gauche. Mais il a la plus grande clé des clés inférieures. La plus grande clé des clés inférieures, donc je me dirige vers la droite ici. À droite à chaque fois. Et donc, je vais trouver que c'est 28. C'est lui qui a la plus grande clé inférieure à 30. Maintenant, le successeur, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire, c'est le nœud qui a la plus petite clé supérieure à la clé de X. N'importe quel nœud que je prendrai pour avoir son successeur, ça serait le nœud qui a la plus petite clé supérieure à la clé de X. Voilà. Donc, si je veux chercher ou trouver le successeur de 30, et donc, je vais descendre sur le côté droit, mais me diriger toujours vers la gauche, parce qu'il doit être la clé la plus petite des grandes clés. Voilà. Et donc, c'est 31. C'est ça la notion de prédécesseur et de successeur. Maintenant, si j'utilise les codes précédents du max et du min, donc pour avoir le prédécesseur, c'est que je vais appeler le prédécesseur, je vais appeler là, je pense, si je dois avoir, ça serait le max sur les clés qui sont à gauche. Donc, pour avoir le prédécesseur d'un nœud X, ça serait prendre la valeur maximale ou la clé maximale des clés qui sont à gauche. Donc, c'est le chemin que je prendrai. Donc, maintenant, si je veux avoir le successeur d'un nœud X, c'est juste prendre le minimum des clés qui sont à la droite de ce nœud-là, Alors, très simple, hein. Et donc, cette notion de successeur et de prédécesseur, nous allons l'utiliser pour faire l'opération de suppression dans un ABR. Donc, ce qu'on va faire tout à l'heure. Hein. Alors, la recherche d'un élément. Alors, pour chercher un élément, c'est très simple. Il faut descendre, continuer à descendre en prenant le chemin adéquat. C'est-à-dire, si je dois chercher une valeur val, alors, pour avancer dans l'arbre et la chercher, je vais tester toujours par rapport à la clé si elle lui est inférieure ou supérieure. Donc, je ne vais prendre finalement qu'un seul chemin, d'accord, une seule branche. Donc, par exemple, si je veux chercher la valeur, on va dire 28. Donc, 28, je commence par la racine. 28 est inférieur à 30, donc je vais prendre le côté gauche
diriger vers le fils gauche. Alors, je suis sur 20. 28 lui est supérieur. Donc, ce n'est plus sur le côté gauche que je me dirige. Je vais me diriger sur le côté droit. Le côté droit, je suis sur 25. Et donc, quand 28 est plus grand, je continue sur le côté droit. Et donc, jusqu'à ce que je localise la valeur 28. Là, je n'ai fait que parcourir une seule branche de l'arbre. Et au pire, j'aurais parcouru une hauteur h. En fait, j'aurais fait h étapes pour trouver ce 28. Et s'il n'y est pas, en fait, si je ne le localise pas, j'aurais été jusqu'à l'extrémité de la branche, hein, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité de l'arbre. Alors, comment on va faire cette fonction de recherche? Alors, si l'arbre est vide, bon, forcément, c'est faux, hein, donc je ne l'aurais pas trouvé. Mais par contre, si la valeur que sur le nœud où je me trouve est égale à cette clé-là que je cherche, aval, alors je retourne vrai. Sinon, je vais avancer soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Donc, je vais rappeler la fonction recherche sur l'un des côtés. Et là, c'est pratiquement, ça nous rappelle la méthode dichotomique. Et c'est ça l'avantage des arbres binaires de recherche. D'accord? Donc, on peut faire une recherche au pire des cas en log 2 de n, en fait. Log 2 de n, c'est-à-dire en O de h, et on va voir que c'est en log 2 de n, hein, tout à l'heure. Alors, l'insertion, alors si je voudrais insérer une valeur, alors l'insertion, donc je vais avancer jusqu'à trouver la place adéquate, hein, pour insérer la valeur. Si je dois insérer une valeur x, et là dans le code je l'ai appelé val, donc soit je me dirige à droite ou à gauche, hein, tout dépend de la valeur, si elle est inférieure ou supérieure au nœud où je me trouve, hein, d'accord. Donc l'insertion, elle se fait toujours à l'extrémité. Et à l'extrémité, à gauche d'un nœud ou à droite d'un nœud. Alors, comment on procède? Là, par exemple, je voudrais insérer une valeur qui est 29. Alors, pour insérer 29, je démarre à partir de la racine. Alors, 30, et lui est grande. Donc, je descends vers le côté gauche. Alors, 29 est grande par rapport à 20. Donc là, je me dirige du côté droit maintenant. Je trouve que c'est 25. Là, je suis sur 25. 29 lui est supérieur. Donc, je vais avancer sur le côté droit toujours. J'ai 28. Alors là, je suis arrivée à l'extrémité. C'est-à-dire, je suis arrivée au niveau d'un nœud qui est 28. Et là, normalement, quand 29 lui est grande, je vais l'insérer sur le côté droit de 28. Parce que, en fait, 29 est supérieur à 28. D'accord? Alors, c'est exactement ce que je vais faire, hein, pour réussir ce code. Alors, je démarre toujours à partir de la racine. J'utilise toujours un pointeur pour garder là où j'étais avant, parce que je risque de sortir de là. Et donc, une fois que je sors de l'arbre, j'aurai toujours le dernier nœud sur lequel j'étais. Hein, c'est prêt qui va me donner toujours le dernier nœud sur lequel j'étais. Alors, et je me dirige à chaque fois, je prends la bonne direction à chaque fois. C'est-à-dire une seule direction et une seule branche. Donc, j'initialise prêt au départ à courant. D'accord? À chaque fois. Et donc, à chaque fois que je change de nœud, je vais mettre dedans le nœud où j'étais et j'avance soit du côté gauche, tout dépend de ma valeur, hein, si elle est grande ou petite par rapport à la clé du nœud où je me trouve. Et donc, soit je vais prendre le chemin gauche, soit je prends le chemin droite, jusqu'à ce que je tombe sur un nœud qui n'a plus de fils droit. Et en fait, tout dépend de ma direction. Alors, si je suis sur le côté gauche, ça veut dire que ma clé est toujours inférieure, hein, la clé que je cherche toujours inférieure. Donc, là, je crée le nœud d'abord. D'accord? Je crée le nœud. Comme c'est un nœud qui est censé être une feuille qui va donc se trouver à l'extrémité de l'arbre, donc son fils gauche c'est nul et son fils droit c'est nul, forcément. Là, je mets dedans ma valeur que je cherche.
et je vais maintenant la placer. Alors, si depuis le départ Prek est resté à nul, si depuis le départ Prek n'a pas bougé, il est resté toujours à nul, ça veut dire là, Prek n'a jamais, sa valeur n'a jamais été modifiée, ça veut dire que j'étais sur un arbre vide en fait, d'accord? Et donc, puisque l'arbre est vide, la nouvelle racine de l'arbre, c'est ce nouveau que je viens de créer. Et là, j'ai mis un appel par adresse en C++, là. C'est le et commercial ici, pour indiquer que je récupère une nouvelle racine en sortant de la fonction insertion. Là, c'est-à-dire, en sortant, je récupère la nouvelle racine. C'est-à-dire, je rentre avec la racine originelle de l'arbre. Et là, je sors avec une nouvelle racine. Et là, forcément, si l'arbre est nul, j'aurai le nouveau qui vient d'être inséré, ou le nœud que je viens d'insérer, qui devient racine. Et donc là, je retourne comme racine nouveau, celui qui vient d'être inséré. Maintenant, si le Prek n'est pas nul, ça veut dire qu'il a changé de valeur à chaque fois, en force d'avancer dans l'arbre. Donc l'arbre existe bien. Et donc, à force d'avancer, j'ai le pointeur Prek qui est positionné sur un nœud, le dernier nœud, c'est une feuille en fait. Alors, si le Prek, la valeur ou la clé de ce nœud, le dernier auquel j'ai accédé, est plus grande que la valeur que je cherche, alors ce nouveau-là, il sera accroché à Prek, mais ce sera son fils gauche. Il sera accroché à Prek, mais sur le côté gauche, c'est-à-dire ce sera le fils gauche de Prek. Autrement, si la valeur est grande par rapport à la valeur ou la clé de Prek, la valeur que je cherche est plus grande que la valeur de Prek, la clé de Prek, là je l'accroche sur le côté droit de Prek, parce qu'elle lui est plus grande. D'accord? C'est ce que j'ai fait là. Puisque 29 est plus grande que 28, là, je l'ai accroché sur le côté droit de 28. Autrement, si j'avais une valeur qui lui est inférieure, ça serait accrocher cette valeur sur le côté gauche de 28. Le code est très très simple. Maintenant, la complexité des opérations de recherche et d'insertion. Alors, là, vous avez un arbre. Là, en général, si je rappelle un peu l'équilibre d'un arbre. Alors, l'équilibre d'un arbre, c'est que la différence entre les hauteurs de l'arbre, il y a une différence de maximum 1 en valeur absolue. C'est-à-dire, là, si je calcule l'équilibre au niveau de chaque nœud, là, j'aurai soit 0, soit 1 comme différence, comme équilibre, donc en valeur absolue. Alors, là, j'ai un arbre qui est équilibré. Et dans ce cas, puisque l'insertion et la recherche sont de complexité O2H, au pire cas, je vais prendre une branche jusqu'à l'épuiser, jusqu'à ce que la branche s'épuise complètement. Soit le nœud que je cherche se trouve à l'extrémité, donc c'est une feuille de l'arbre, soit il n'existe pas. Donc au pire, j'aurais fait H étapes pour trouver ou chercher ce nœud-là. Donc la complexité est en haut de H. Maintenant, si l'arbre est équilibré, la complexité est en haut de log 2 de n, parce que la hauteur de l'arbre, c'est log 2 de n. Mais imaginez que cet arbre, ou cet ABR, est dégénéré. C'est-à-dire, là, je me retrouve avec des nœuds qui ont au maximum un fils. Donc, soit 0, soit un fils. Donc, il est dégénéré. Là, j'aurai à chercher jusqu'à trouver, ou si je veux faire une insertion aussi, donc aller jusqu'à l'extrémité de l'arbre. Et là, je suis sur du O de n. D'accord? Je vais jusqu'à la fin. Donc, c'est une liste. Et donc, je vais aller jusqu'à la fin. Et donc, ce qui dérange ici, c'est le fait, alors, pour que l'arbre soit, ou mes opérations soient en O de H, ou plutôt en O de log 2 de n, il vaut mieux que je ne tombe pas sur un ABR de ce genre. C'est-à-dire, il faut bien que l'ABR ne soit pas dégénéré. Voilà, il faut que l'ABR ne soit pas dégénéré, sinon je serai sur du O de n. Alors, bien sûr, on va faire donc, on va attacher beaucoup d'importance à ce fait-là. C'est-à-dire, on voudrait à chaque fois éviter le fait d'avoir un ABR dégénéré pour avoir une complexité des opérations en haut de log 2 de n.
Alors, la complexité de l'insertion de la recherche pour un arbre équilibré, elle est en O de log 2 de n, ou au pire des cas, si l'arbre est dégénéré, elle est en O de n, mais en moyenne, elle sera toujours en O de log 2 de n. D'accord? Mais l'idéal, ça serait d'avoir une complexité en O de log 2 de n, on va dire, pas quand l'arbre est équilibré, c'est-à-dire, on voudrait, au pire, on a dit, c'est proportionnel, on va dire, à la hauteur de l'arbre, mais on voudrait bien qu'au pire des cas, on ait une complexité, toujours, hein, dans le cas d'un ABR, une complexité en O de log 2 de n. C'est toujours au pire des cas, c'est-à-dire pas en moyen cas, d'accord? Et là, ça serait juste, pour que ça soit réalisable, ça serait juste avoir un arbre binaire particulier, hein? C'est-à-dire pour que la complexité soit en O de log 2 de n dans le pire des cas, parce que là, on l'a en moyen cas, mais pour l'avoir carrément ici, il faut que l'arbre soit équilibré, hein? D'accord? Pour avoir une complexité en O log 2 de n, au pire des cas, il faut que l'arbre soit toujours équilibré. Et un arbre binaire de recherche n'est pas toujours équilibré, hein. On a vu, j'ai donné des exemples quand on avait à calculer l'équilibre d'un arbre, pour expliquer l'équilibre d'un arbre, et on avait des ABR qui n'étaient pas équilibrés, hein. Donc, pour qu'on ait une complexité en log 2 de n, il faut que l'ABR soit équilibré. Et il faut surtout éviter de tomber sur un ABR dégénéré, parce que là, on fera une complexité au pire des cas en O de n. Alors, nous verrons tout à l'heure, à la fin de ce cours, ces cas particuliers d'ABR, de façon à avoir toujours les opérations d'insertion et de suppression et de recherche en O log 2 de n, ces ABR-là qui permettent des opérations donc en complexité, de complexité en log 2 de n, comme l'AVL et les arbres bicolores et puis les B-arbres, on les verra tout à l'heure. Donc, mais autrement, la complexité, c'est en O de H en général, mais quand l'arbre binaire est équilibré, ça sera du O en log 2 de n. D'accord? Alors, si on veut construire un ABR, hein, on part d'une suite de valeurs et on veut construire un ABR. Alors, comment réussir à le faire? Alors, la première valeur que j'ai, c'est 12. Alors, 12, bon, elle va être placée sans problème. Ensuite, j'ai un 8. Alors, 8, toujours, il est inférieur. 8 est inférieur à 12, donc ça sera sur le côté gauche de 12. Alors, ensuite, j'ai un 16. 16 qui est plus grand donc que mon 12, là. Donc, ça sera sur le côté gauche, plutôt droit de 12. J'ai encore un 6. Ah, 6 par rapport à 12. 6 est petit par rapport à 12. Donc, en plus, il est petit par rapport à 8. Donc, il sera sur le côté gauche de 8. Ensuite, j'ai un 10. 10 par rapport à 12, il est petit. Donc, je vais me mettre sur la gauche quand même. Et donc, par rapport à 8, il est grand le 10. Donc, ça sera sur le côté droit de 8. Encore, j'ai un 13. 13 par rapport à 12, il est grand. Mais quand je descends vers la droite, je vais tomber sur le 16. Le 16 qui est plus grand que 13. Et donc, 13 va se placer sur le côté gauche de 16. Maintenant, j'ai 14. 14, c'est plus grand que 12. Et 14, mais quand même, là, j'ai 16. Donc, 14 par rapport à 16 est petit. D'accord? Donc, je vais me diriger vers la gauche. Et là, je tombe sur 13. 13 par rapport à 14. Donc, 14, lui, est plus grand. Donc, 14 sera placé sur la droite de 13. Pareil, hein, j'ai 20 ensuite. Alors, 20. Toujours, je démarre à partir de la racine. Alors, 20 par rapport à 12, c'est grand. Donc, je vais vers le côté droit. J'ai 16. 16, 20, c'est plus grand que 16. Donc, ça sera sur la droite de 16. Hein, 20. 24, donc pareil, hein, je démarre à partir de 12. 12, alors, qui est petit par rapport à 24. Donc, je prends le côté droit. Je tombe sur un 16. 16 est petit, hein, par rapport à 24. Donc, je continue toujours sur le côté droit. Je suis sur 20. 20 est petit par rapport à 24. Donc, forcément,
24 sera placé sur le côté droit de 20. Le dernier qui reste, c'est 9. Alors 9, par rapport à 12, il est petit. Bon, j'avance sur le côté gauche. Je suis sur 8. 8 qui est petit par rapport à 9. Et donc, je prends le côté droit de 8. Et là, je tombe sur 10. 10 qui est plus grand que 9. Donc, 9 sera placé sur le côté gauche de 10. Et voilà, on vient de construire notre ABR. Et vérifiez donc la propriété d'ABR. En plus, vous pouvez remarquer que la différence entre si n'importe quelle branche que je prends, là, il y a une différence entre les branches de 1. Alors, c'est un ABR qui est bien équilibré. Et là, quand l'ABR est équilibré, la recherche et l'insertion se font en haut de log 2 de n. La suppression, maintenant, qui est un peu délicate, elle n'est pas aussi simple que la recherche et l'insertion, parce que, en fait, tout dépend du nœud à supprimer. C'est-à-dire, ce nœud-là, s'il a des enfants, s'il a des fils, s'il n'a pas, si c'est une feuille, s'il a 2 fils, s'il a un seul, etc. Donc, on a 3 cas de figure. Selon que le nœud est une feuille, alors, si le nœud est une feuille, il suffit juste, la suppression est immédiate, il suffit juste d'enlever le nœud. Si le nœud a un seul fils, donc, pour l'enlever, on l'enlève, mais on le remplace par son fils. Il faut bien garder le fils. Voilà, donc c'est le fils qui remonte à sa place. Maintenant, s'il a 2 fils, bon, alors on a deux possibilités. Soit qu'on remplace ce nœud-là qui a 2 fils par son prédécesseur, soit par son successeur. Et rappelez-vous, le prédécesseur, c'est le nœud qui a la clé, la plus grande clé parmi les clés inférieures au nœud en question. Et le successeur, c'est le nœud qui a la clé, la plus petite clé parmi les clés plus grandes par rapport à la clé d'un nœud X. Alors, soit supprimer 12 par exemple. 12 là, dans l'arbre, on voit que 12 c'est une feuille, il n'y a pas de problème. Donc c'est juste enlever ce 12. Alors là, vous avez le résultat, c'est juste 12 qui a disparu. Donc on se retrouve avec 12 qui sort ici. D'accord ? Disparaît. Très simple quand il s'agit d'une feuille. Maintenant, si on doit supprimer 7, 7, c'est un nœud qui a un fils. Bon, peu importe qu'il soit gauche ou fils droit, le traitement est le même. Donc, si c'est un seul fils qu'il a, alors il sera supprimé en se faisant remplacer par son fils. Voilà. Donc, là, j'ai supprimé 7 en mettant 9 à sa place. Voilà. On se retrouve avec 9 à la place de 7. Très simple aussi. Maintenant, si le nœud a 2 fils, par exemple le cas de 19, on va dire 19, non, là j'ai noté 19, mais en fait ce que je voulais c'est supprimer 14, je préfère. Alors je vais supprimer 14, d'accord, là c'est 14, alors là je préfère prendre ce nœud 14 parce que là c'est plus, c'est pour vous montrer encore mieux comment ça se passe. Alors, je voudrais supprimer 14, alors soit je prends le prédécesseur, 14 sera remplacé par son prédécesseur, soit je vais la faire remplacer par son successeur. Ici, le prédécesseur de 14, c'est sur le côté gauche, c'est le nœud qui a la clé la plus grande parmi les clés inférieures à 14. La plus grande clé, c'est 13. D'accord? Parmi les clés inférieures, c'est 13. Donc, je vais prendre ce 13, je vais le mettre à la place de 14. Dieu merci, ce 13-là n'a pas de fils. Maintenant, dans ce cas où, puisqu'il n'a pas de fils, bon, j'ai pas à donc procéder de la même manière avec 13. Il sera supprimé sans problème parce que c'est une feuille. Donc, il sera supprimé sans problème. La suppression de 13 est immédiate. Donc, je vais placer 13 à la place de 14 et supprimer 13. Voilà. Alors, j'ai supprimé 13. Donc, je vais me retrouver avec cet arbre-là. Donc, le 11, ou la clé 11, donc son descendant c'est 9, et 13 qui a disparu. Mais elle a disparu, elle a été supprimée, mais elle a pris la place de 14. Donc j'ai remplacé, écrasé 14 par 13. Voilà. Alors, si je le fais remplacer par son successeur cette fois-ci,
Alors 14, je vais la faire remplacer par son successeur. Alors, son successeur, c'est la clé, c'est le nœud qui a la clé la plus petite parmi les clés plus grandes. Donc c'est ici, la plus petite, c'est 15. 15. Là, on est dans le cas où le nœud par lequel je veux remplacer 14, il a un enfant, il a un fils là. Tout à l'heure, en prenant le prédécesseur, le nœud par lequel, le 13 par lequel j'ai remplacé 14, il n'avait pas, c'était une feuille. Maintenant là, j'ai un nœud qui est 15, qui a un fils qui est 16. Hein, d'accord? Donc je vais prendre le 15, je vais le placer à la place de 14. Et comme 15 va être supprimé ici, hein, il va être supprimé ici, donc je vais le faire remplacer. Même procédé, hein, c'est un nœud qui a un fils qui va être supprimé. Donc je vais le faire remplacer par son fils. Et donc 15 va venir se placer à la place de 14. Et à la place de 15, je vais placer le fils de 15. Hein, c'est un fils droit. Donc c'est 16 qui va se mettre ici. Voilà. Très simple. C'est-à-dire on refait le même procédé quand on remplace ici, quand on a un nœud à deux fils. Et on prend soit le prédécesseur, soit le successeur. Alors ce prédécesseur ou ce successeur, on lui applique le même traitement, hein, pour le supprimer, hein, de l'arbre. Donc il va remplacer, et pour le supprimer, donc c'est lancer la même procédure, hein, si vous voulez, sur ce nœud-là, qui vient de remplacer le nœud à supprimer. Hein. Alors, maintenant, le code, on va le traiter en présentiel, et si vous voulez, je le détaillerai aussi par une vidéo si ça vous intéresse. Maintenant, alors pour maintenir toujours pour qu'il y ait toujours des opérations d'insertion, de recherche et de suppression dans un ABR en haut de log2 de n, alors il y a eu plusieurs variantes de ces ABR, hein, plusieurs variantes. Et pourquoi? Parce qu'on voulait toujours avoir, dans le pire cas, je précise, hein, dans le pire cas, une complexité en haut de log de n. Parce que nous, on l'avait dans le moyen cas, hein, dans un ABR. Hein, mais quand l'ABR est équilibré, la complexité est en haut de log 2 de n. Donc, il y a eu plusieurs variantes équilibrées d'ABR. Alors, d'ABR équilibré. Alors, les AVL, par exemple, qui ont donc, dans la hauteur des nœuds, ne diffèrent pas, diffèrent tout au plus de 1, hein, donc parfaitement équilibré. Et donc, là, la suppression, c'est que ces ABR-là, ils ont plutôt ces AVL-là, ces arbres de Vesky et de Landis. Bon, bien sûr, pour maintenir toujours l'arbre équilibré, hein, l'insertion à la suppression, il y a toujours l'opération, on effectue des rotations pour maintenir l'équilibre, ou pour faire l'équilibrage des arbres toujours, des AVL. Alors à chaque fois qu'on supprime ou on insère, on rééquilibre l'arbre en procédant à des rotations de l'arbre. Parfois on arrive à faire H rotation de l'arbre, hein, pour le maintenir en équilibre, comme arbre équilibré. Maintenant il y a une autre version, c'est les B-arbres. Les B-arbres, donc la particularité de ces B-arbres, c'est une généralisation des ABR, c'est des arbres NR en fait. Mais il y a le fait que toutes les feuilles sont au même niveau. Et donc là, c'est juste aussi pour avoir au pire des cas une complexité en haut log de n. Maintenant, il y a une autre variante, c'est les arbres bicolores. Et il s'appelle aussi l'arbre rouge et noir. Bon, il y a en plus des clés, des nœuds, il y a une information supplémentaire qui est, bon, il y a un attribut en plus des données, hein, des données stockées au niveau des nœuds. Il y a l'attribut couleur. Et c'est grâce à cet attribut qu'on peut garantir l'équilibre de l'arbre. Alors, dans les AVL, l'équilibre, il est maintenu en effectuant des rotations, hein, de l'arbre. Mais dans ces arbres bicolores, l'équilibre, il est maintenu grâce à l'attribut en plus là qui est ajouté, qui est la couleur. Hein. Voilà. Donc, ce n'est pas dans le programme. Autrement, j'aurais donné plus de détails. Et donc, voilà. Je vous remercie et à très bientôt.